on va interviewer le youtubeur Asher, qui a aujourd'hui dépassé les 50 000 abonnés. Bonjour. Salut Asher, présente-toi d'abord. Alors je m'appelle Owen, j'ai 20 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube il y a quelques années et maintenant je me suis spécialisé dans les crypto-monnaies. J'ai monté différentes sociétés, différents projets autour de cet univers et maintenant je suis dans différentes activités autour des crypto-monnaies, que ce soit dans le mining, le trading ou toutes les différentes activités qu'on retrouve autour de ce domaine-là. Et comment et pourquoi tu t'es intéressé à ce domaine? Il y a très longtemps, c'est parce que je cherchais à faire de l'argent sur Internet et après j'ai cherché tout ce qui était projet à potentiel et j'ai découvert la blockchain et cette technologie. Et petit à petit, j'ai commencé à m'orienter sur comment ça fonctionne, comment on peut générer des fonds et comment il y avait un potentiel dans ces crypto-monnaies, dans cette nouvelle technologie. Et après, j'ai tout simplement développé tout l'environnement qu'il y avait autour, en fait. Tu t'attendais à un tel engouement? Je m'attendais à un tel engouement, oui, dans le sens où... Enfin, oui et non. Oui, dans le sens où j'ai vu le potentiel, j'ai vu qu'il était inexploité, j'ai pas compris pourquoi. J'ai eu de la chance dans le sens où je suis arrivé juste avant l'explosion globale. Donc, je suis arrivé au bon moment, j'ai découvert ça juste avant. Et j'ai un petit coup d'avance sur pas mal de monde, mais il y en avait déjà qui étaient là depuis quelques années, donc il y a des gens encore plus néophytes que moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros engouement, mais bien plus gros que celui que je pensais, même si j'étais certain qu'on arrivera à des stades comme ça à la fin ou à un moment donné, mais pas aussi vite. Ouais. Je vais maintenant te poser des questions un peu explicatives. Je sais bien vulgariser, donner des exemples concrets, donc c'est ce qu'il faudra que tu fasses. Donc d'abord, qu'est-ce que sont les crypto-monnaies ? Alors, les crypto-monnaies, ce sont des devises. On va appeler ça devises pour simplifier vraiment, mais c'est vraiment simplifié. Normalement, on ne doit pas utiliser ces mots-là. En fait, c'est une valeur de change qu'on peut se transmettre sans passer par un système bancaire. C'est-à-dire que ce soit, normalement, dans la vie, quel que soit l'échange que c'est, que ce soit de l'argent, que ce soit une signature, que ce soit n'importe quelle confirmation, elle est validée par un tiers de confiance. On envoie de l'argent, c'est une banque. On envoie un papier, ça peut être un notaire, ça peut être n'importe qui va vérifier que ce papier a bien été envoyé. Ça peut être la poste pour un courrier recommandé, par exemple. Il y a toujours une société ou un tiers de confiance, ça s'appelle, qui va vérifier qu'il y a bien cet échange. Dans les crypto-monnaies, c'est un système qui est différent, qui s'appelle la blockchain et qui est décentralisé. C'est pas une entité, mais c'est des milliers de personnes qui vont vérifier cet échange et qui vont fournir une preuve qu'il a eu lieu. Et le Bitcoin pour tout ça? Le Bitcoin, c'est la preuve que cette technologie fonctionne. C'est la toute première chose que l'on a échangée grâce à cette technologie, qui s'appelle la blockchain. C'est la toute première valeur qui a été échangée et transmise d'un être humain à une autre, avec une preuve qu'il y a bien eu cette transmission, qu'il était bien là avant, qu'il était bien là après. C'est ça. Le Bitcoin, c'est vraiment la toute première chose qui a été échangée grâce à cette technologie, et c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, donc une monnaie dite cryptographique. Et la blockchain, alors, c'est quoi? Alors la blockchain, du coup, c'est cette technologie qui fait que, on va prendre un exemple très simple, si je te fais une transaction en Bitcoin, la transaction va s'écrire dans la blockchain, qui est un livre géant, et il va y avoir des centaines d'acteurs ou des milliers d'acteurs qui vont vérifier cette transaction, vérifier que j'avais bien les fonds, que tu peux bien les recevoir, et que cette transaction a eu lieu une seule fois, que le Bitcoin que je t'envoie n'était pas dans un autre porte-monnaie, et qu'il est bien unique, que cette transaction est bien unique, et qu'elle soit tout simplement vérifiée, quoi. Et on parle aussi des smart contracts. Tout à fait. Alors les smart contracts, on est dans une phase un petit peu plus complexe et un petit peu plus récente des crypto-monnaies. C'est principalement apporté par une autre monnaie qui s'appelle l'Ethereum. Ça fait beaucoup pour une vidéo simplifiée. Très rapidement, je peux pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va être un moyen de simplifier tout plein de choses. Le Bitcoin, à la base, c'est considéré comme une monnaie et c'est une monnaie qui est échangée. Le smart contract, il va te permettre d'échanger plein de choses. Ça va te permettre de faire des assurances basées sur cette technologie, d'échanger des papiers, d'échanger des actes, des lettres, ça va encore pousser encore plus loin la technologie de stockage et la façon de transmettre tout ça. La blockchain. La blockchain, en quelque sorte, ça va te permettre de pousser ses compétences. J'ai une petite question. Pour toi, la blockchain et les cryptos, c'est une révolution, c'est un effet de mode? C'est une révolution. Et puis c'est une révolution depuis longtemps parce que ça va permettre d'aller plus vite, ça va permettre on va enlever de la confiance en fait, on va enlever du tiers de confiance qui n'était pas nécessaire avant. Avant, on était obligé de passer par une étape, deux étapes, trois étapes, quatre étapes. On va passer directement du particulier au particulier. Ça peut avoir du bon, ça peut avoir du mal dans certains cas, mais dans la plupart des choses, ça fait du bien. On le voit pour Uber, par exemple, ça a permis de baisser les prix, c'est pareil. C'est un particulier qui vient te chercher en voiture, c'est la même chose. Tu payes plus une société de taxi qui envoie, c'est exactement pareil, ça va être plus décentralisé, plus rapide, et ça peut être moins coûteux, et ça peut avoir des centaines d'autres avantages. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser les questions qui nous reviennent le plus souvent dans notre asso. D'abord, à qui et comment tu achètes des crypto-monnaies? À qui et comment?
acquis sur des places sur Internet. Donc en gros, il faut savoir que quand on achète des bitcoins, on achète ceux de quelqu'un d'autre, toujours. Que ce soit sur Internet, que ce soit en vrai, que ce soit sur une place de marché, on achète toujours ceux de quelqu'un d'autre. Le meilleur moyen aujourd'hui pour un débutant d'acheter des bitcoins, c'est d'aller sur une grosse place de bourse ou un gros vendeur de bitcoins. L'un des plus connus au monde s'appelle Coinbase. Il y a un lien d'affiliation d'ailleurs, vous pourrez mettre celui de votre association, ça peut être intéressant pour vous. Ça permet non seulement à tous ceux qui vont découvrir Coinbase grâce au lien de votre association de faire leur premier achat de bitcoin en obtenant 10 gratuits, 10 € de bitcoin gratuit, pas 10 bitcoins. Et pareil pour vous, bien entendu, vous aurez 10 € offerts. Ça permet d'avoir une première transaction, il n'y aura pas trop de frais du coup comme vous avez cet argent offert. Et c'est le meilleur moyen d'acheter rapidement quelques bitcoins par carte bleue. Après, si vous voulez acheter de plus grosses quantités, il faut aller sur des places de marché, comme la bourse classique, mais cette fois-ci la bourse des crypto-monnaies, comme Kraken par exemple, qui est l'une des plus grosses au monde avec les plus petits frais, puisqu'ils prennent 0,16% de frais, je crois. Et ça vous permet d'échanger des monnaies fiat, des monnaies fiduciaires, l'euro, dollar et toutes ces monnaies-là, contre du bitcoin ou contre des différentes crypto-monnaies. D'accord. Et comment, tu parlais de la blockchain des ordinateurs qui vérifient les transactions, oui. Comment ces ordinateurs fonctionnent? Ça, encore une fois, une réponse rapide sur cette question, c'est pas possible. Voilà. Mais en gros, il y a un endroit sur Internet, donc dans la blockchain, où il y a toute la liste des transactions qu'il faut vérifier, qui sont connectées à un réseau. Et grâce à à ce réseau sur lequel est connecté tous ces ordinateurs, ils vont effectuer les mêmes calculs mathématiques. Inutile de rentrer dans la complexité du calcul mathématique dans cette vidéo, forcément. Mais en gros, c'est ça. Et ça va répartir sur toute la puissance de calcul. En fait, c'est pas des ordinateurs. Vu par le réseau, c'est pas un ordinateur. On regarde la puissance qu'il a. Si moi j'ai un ordinateur 2 fois plus puissant que le tien, je vais vérifier 2 fois plus de transactions, je vais récupérer 2 fois plus de commissions. Donc c'est toujours un peu ça le système. C'est intéressant pour les gens de laisser leur ordinateur faire des calculs, car ils vont récupérer une toute petite part de chacune des transactions servant de commission, comme le ferait une banque. Mais là, c'est tous les gens de la planète qui vont décider de mettre leur hardware, leur ordinateur ou leur machine à la disposition de ce réseau pour faire les calculs et pour vérifier les transactions, que ce réseau va pouvoir, en quelque sorte, s'auto-alimenter et s'auto-sécuriser. Okay. Combien de monnaies existe-t-il? Je vais te répondre précisément parce que tous les jours ça change. Actuellement... Genre 1000, 1400... On va voir ça tout de suite. Il y en a 1384 référencées. Il doit y en avoir des plus petites. Après, il y a des sous-monnaies. Ouais. Par exemple, le Wave, c'est une monnaie. Avec le Wave, tu peux créer plein d'autres monnaies. Ces monnaies-là sont pas référencées. On va parler des grosses monnaies. Il faut compter 1400 monnaies. Ok. Quelle est la position des institutions face aux crypto-monnaies, genre les États, les banques, etc. Ça dépend lesquelles. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça, il y en a qui l'interdisent dans leur pays. Il me semble que c'est ce qu'a fait le Maroc. C'est le Maroc, Laurent, qui l'a interdit? Il me semble que c'est le Maroc. Il y a le Maroc qui a interdit directement les cryptocurrencies. Il y a des pays qui adorent ça. Enfin, ça dépend vraiment de la position du pays, de la position du gouvernement qui est en place et de la position, du contrôle du système bancaire sur ce gouvernement. Et quel est l'intérêt pour une personne lambda d'utiliser les cryptos? Aujourd'hui, c'est une question qui est un peu dure à répondre. Il y a 6 mois où il y avait personne dessus, j'avais plein d'arguments. Maintenant, il y a tellement de monde qui arrive dessus qu'il y a certains réseaux qui sont un peu lents et qui viennent un peu surchargés. Du coup, on peut plus utiliser la vitesse. Quand tout sera stable et que, je parle pas du Bitcoin, je parle d'une crypto-monnaie, ce sera plus rapide. On peut payer de façon anonyme pour certaines monnaies. Ça peut être un avantage comme un désavantage encore, car on sait qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire des choses qui sont pas tout à fait honnêtes. Mais en gros, c'est ça. La décentralisation, la rapidité, le fait qu'on peut payer, je sors mon téléphone, je scanne le tien, j'appuie sur un bouton, t'as l'argent instantanément, c'est sécurisé. Et puis, ça permet vraiment de faciliter toutes les transactions, d'aller plus vite et de ne pas perdre de temps ni d'argent avec tout ce qui est tiers de confiance et sécurisation supplémentaire. C'est des étapes en moins, en quelque sorte. Et c'est quoi les avantages pour un commerçant, par exemple, d'accepter ça comme un moyen de paiement? Alors, il y a 3 ans, c'était parce que les gens qui étaient visionnaires et qui l'acceptaient, je crois qu'il y a un pub, c'est Thibaut qui m'avait dit ça, il me semble un pub qui avait raconté qu'il acceptait que les bitcoins pour un certain type de bière. À l'époque, c'était 0,1 bitcoin par bière. Voilà, donc ça vous laisse comprendre l'enjeu économique qu'il y avait à l'époque, vu les prix qu'il y a aujourd'hui. Ça permet, déjà c'est un moyen de paiement supplémentaire. C'est plus rapide, il y aura moins de frais qu'un simple frais Visa, parce qu'il faut le savoir, tout ce qui est buraliste, tout ce qui est barman, tous ces genres d'activités-là payent des frais minimums sur les petites transactions, des 50, 60, 70 centimes, plus un pourcentage sur chacun des mobiles de paiement et des moyens de paiement par carte. Ça permettra de limiter et de mettre à 0,01 centime par transaction, d'être payé instantanément de façon sécurisée et sans que le client puisse annuler sa transaction. Ce qui est un gros problème pour beaucoup de monde. Des gens qui par exemple vendent une voiture, l'envoient à l'autre bout de la planète et le client annule le paiement. La voiture est déjà envoyée, c'est trop tard. Ce n'est pas possible avec la blockchain. Du moins,
quand tout sera bien structuré et carré, ce sera les premiers avantages. Mais il y en a des milliers d'autres, c'est impossible de citer tout ça maintenant. Et tu penses que maintenant, vu l'ampleur que ça prend, tu penses qu'il est trop tard maintenant pour investir? C'est la plus grosse question de tout le monde. Est-ce que j'ai raté le train? Est-ce qu'il est en train de passer? J'avais envie de dire ça il y a 6 mois quand il a fait x3 et qu'il est passé de 500 € à 1500. J'avais envie de dire ça 3 mois après quand il est passé à 7000 et que les gens ont dit c'est une bulle, tout va exploser demain, ça va s'arrêter. J'ai envie de dire ça aujourd'hui alors qu'il est à 14 000 € et on en reparlera dans 2-3 ans quand il sera à 50 ou à 60 000. Donc non, c'est pas trop tard. Et si c'est trop tard pour une monnaie, c'est pas trop tard pour les crypto-monnaies. Tu penses qu'on est en France, on est en retard? En France, je pense qu'on est en avance. Sur la plupart des pays, je pense qu'on est en avance. J'ai été faire à New York une journée, d'ailleurs que j'ai filmé, que j'ai mis sur ma chaîne, une journée entière Bitcoin à New York. Ça a été compliqué de manger, etc. En France, on a la chance d'avoir des gros acteurs, la maison du Bitcoin, Ledger qui est parti d'ici. On a également des sociétés qui sont, enfin le passage du coin à Paris. On a plein de commerçants qui l'acceptent. C'est beaucoup plus facile. Il suffit d'aller sur bitcoin.fr et de voir tous les Français qui l'acceptent. Et on se rend compte qu'il y a énormément de monde. C'est une monnaie qui est très aimée en Europe. Les Belges en raffolent, les Français adorent ça. Les Allemands aussi, il me semble. Enfin, ça se développe très vite. Peut-être que j'ai pas été aux bons endroits aussi, j'ai pas fait le tour de la planète, donc c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais si on n'est pas en avance, on n'est pas en retard en tout cas. Pas sur l'évolution globale. Même si les Japonais, ils ont 10 ans d'avance là-dessus, bien sûr. C'est quoi les risques pour toi de tout ça? La stabilisation en cours et la volatilité. Je m'explique. La stabilisation, car c'est comme le Bitcoin, c'est une révolution, c'est super, ça va vite, ça coûte pas beaucoup de frais. Tout ça, c'était vrai, mais maintenant, le Bitcoin, il est devenu 2 fois plus performant qu'il était il y a 1 an, et il y a pourtant 10 fois plus de gens dessus. Donc il est un peu plus lent, on doit payer des frais minimums qui sont exorbitants pour des petites transactions, il y a tout plein de choses qui deviennent un peu plus lentes, un peu plus compliquées, mais c'est juste parce que la technologie est en train de se faire. C'est exactement comme si 1 an après le lancement d'Internet, tous les gens qui utilisent Internet aujourd'hui se connectaient. Le réseau en une journée c'était terminé, ils ne pouvaient pas le supporter. Actuellement c'est ça le problème, et ensuite la volatilité dans le sens où c'est que de l'humain, c'est que de la peur. Si demain matin tous les êtres humains se lèvent et ont peur et se disent le Bitcoin ça vaut rien, alors qu'il y a une technologie derrière, eh bien le Bitcoin on peut se lever demain, il peut être à 50 €. Et donc les prix peuvent descendre très vite et monter très vite que à cause de paroles d'influenceurs, de gros politiciens, de gros États. Si demain matin les États-Unis d'Amérique interdisent clairement les crypto-monnaies, on va passer une très sale journée nous au bureau. Et toutes les personnes qui utilisent des crypto-monnaies vont avoir le moral un peu bas, tout simplement. Pour toi, comment un État pourrait réguler la blockchain, les cryptos comment il pourrait le contrôler tout ça? Interdire Internet. Au moins, ça enlève le premier point. Le deuxième point, ce serait de mettre des lois là-dessus. Mais c'est exactement comme les lois sur le cash. On est obligé de déclarer son cash. Est-ce que tout le monde le fait? Est-ce que tout le monde déclare ses impôts? Je vous le donne en 1000. C'est compliqué, c'est pas évident. Ils peuvent faire des lois dessus. Je pense que c'est le meilleur moyen. Certains pensent que c'est une mauvaise chose parce que il est moins libre, le Bitcoin. Moi, je pense que c'est une bonne chose car ça le rendrait totalement légal. Là, même dans les endroits où il n'est pas interdit, il n'y a pas de loi, il n'y a rien dessus. Et je préférerais qu'il y ait une loi carrée, et c'est ce qui est en train de se faire. La régulation, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Tous les pays commencent à définir des lois, etc. Et je pense que c'est que par la législation qu'ils peuvent faire une structuration sur le Bitcoin, ou alors interdire d'autres monnaies. Encore une fois, interdire sur le papier, c'est impossible il y aurait des monnaies intraçables, donc impossible de savoir qui les utilise. Et ils peuvent également créer leur propre monnaie, comme la Chine est en train d'essayer de faire, et n'autoriser que celle-là. À ce moment-là, ils auraient le contrôle sur leur monnaie, et ils pourraient faire tout ça. Mais dans ce cas, tu penses que ça aura toujours le même intérêt vu qu'il y aurait pas le même intérêt, on est d'accord. Il y aurait un intermédiaire, il y aurait une personne qui vérifierait, pourrait y avoir quelques avantages, mais on perdrait cette cœur de décentralisation totale. Donc, je pense qu'ils ne le feront pas. Ou alors, ils le feront à leur manière, intelligemment, j'espère. J'ai une dernière question. Est-ce que toi, tu utilises les cryptos tous les jours? Tous les jours. Tout le temps. Que ce soit pour trader, que ce soit pour en créer dans la salle d'à côté avec les machines qui tournent, que ce soit pour payer des gens, que ce soit pour en partager, pour en donner à des gens qui ne connaissent pas du tout, pour essayer de leur faire découvrir. J'utilise ça tous les jours. Après, je ne l'utilise pas suffisamment pour mes besoins personnels. C'est vrai que j'utilise ça, mais comme un spéculateur, comme une personne qui en achète, qui en vend. C'est encore trop dur aujourd'hui d'utiliser ça pour les besoins de la vie de tous les jours. On peut maintenant payer son billet d'avion, donc dès que je voyage, je pars par Expedia et je paye en Bitcoin, quitte à ce que ce soit plus cher pour soutenir ça. Si je fais un choix entre 3 restaurants, qu'il y en a un qui accepte le Bitcoin, la question se pose pas, bien entendu, surtout avec la position que j'ai et ma volonté de démocratiser et de vulgariser ça encore plus pour que demain ce soit votre grand-mère, par exemple, qui utilise cette crypto-monnaie. C'est vraiment mon but, donc j'essaye de faire tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon but à moi, c'est vraiment de faire accepter les crypto-monnaies par le plus de monde possible. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et tout développement doit se faire à sa propre vitesse. On l'a vu dans ta vidéo que c'était encore compliqué. Tout simplement. Très bien, merci Asher. Il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés.
Rendez-vous sur notre site cryptosphère.fr ou sur notre page Facebook Cryptosphère. Salut! Au revoir!